Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Donc nous devions aussi avoir Jean-Yves Mollier avec nous, donc qui est professeur émérite de l'université Versailles 50 ans Yvelines, spécialiste de l'histoire de l'édition, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous suite à quelques problèmes techniques. Mais en tout cas, nous sommes là avec Guillaume Roubaud-Kouachi. Donc vous êtes docteur en histoire et chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'Université Paris 1. Vous êtes aussi directeur de la revue Cause Commune et directeur de la maison Triolet Aragon. Donc pour ce troisième temps de la journée, on va aborder l'histoire de la première forme d'organisation d'étudiants communistes jusqu'à la création de l'UEC sous sa forme actuelle. En effet, cette année, nous fêtons le centenaire du Parti communiste français, dont vous êtes chargé de la coordination. À cette occasion, sera d'ailleurs publié un livre, donc le livre du centenaire 100 ans du Parti communiste français, aux éditions Cherche Minuit. Donc, il sera disponible à l'automne, si je ne me trompe pas. Donc, où une trentaine de jeunes historiens, politistes et sociologues y proposent un regard sur 100 ans de communisme en France. Donc cette année, en plus du centenaire du Parti communiste français, nous fêtons également non pas le centenaire de l'Union des étudiants communistes à proprement parler, mais le centenaire de la première forme d'organisation étudiante communiste en 1920. Donc des étudiants socialistes révolutionnaires à l'UEC, en passant par les étudiantes et étudiants lycéennes et lycéens communistes et Clarté universitaire, le journal des étudiants communistes, 100 années riches d'histoire. Donc résumer l'histoire de l'UEC constitue un exercice difficile. Si notre union existe depuis de nombreuses années, elle s'est réinventée de génération en génération d'étudiants communistes selon les choix stratégiques du Parti communiste. Et si la génération actuelle d'étudiants communistes a avant tout pour responsabilité de faire vivre l'UEC en la rendant utile aux luttes étudiantes d'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de milliers d'étudiantes et étudiants communistes dont il importe de rappeler le nom et l'action. Donc comme je le soulignais et je laisserai Guillaume revenir là-dessus juste après. Nous célébrons le centenaire des étudiants communistes organisés comme tel depuis le ralliement à la 3e internationale et la naissance de la SFIC, donc le futur Parti communiste français, je vais y arriver, au congrès de Tours en 1920. Le 12 juillet 1920, 4 mois avant la création de la jeunesse communiste et 5 mois avant la création de la SFIC qui deviendra le PCF, au congrès de Tours. Le congrès des étudiants socialistes révolutionnaires vote l'adhésion à la 3e internationale. Donc ce groupe d'étudiantes et d'étudiants, dont fait partie Ho Chi Minh, se renomme alors les étudiants collectivistes révolutionnaires et est le précurseur d'une adhésion aux thèses communistes. Donc, cependant, jusqu'en 1939, il ne subsiste que quelques groupes éphémères d'étudiantes et d'étudiants. L'Internationale de la jeunesse communiste considère que la création d'organisations étudiantes autonome n'est pas pertinente du fait du faible nombre d'étudiants, donc 50 000 environ en France à ce moment-là, de leur extraction bourgeoise et de leur accointance avec la droite et l'extrême droite. Donc c'est pour cette raison que les organisations étudiantes n'étaient que des branches de mouvements de jeunesse communiste, ou plus couramment, les étudiantes et étudiants adhéraient directement au Parti communiste. Du coup, Guillaume, je ne sais pas si tu peut revenir un peu sur cette période-là et nous dire un peu quelles étaient ces formes d'organisation d'étudiants communistes qui précèdent en fait la première création de l'UEC en 1939. Alors, je ne sais plus combien de temps tu m'as dit que j'avais, mais bon, tu me fais un signe si je suis un peu trop long. Bon, il y a plusieurs points de départ. Il y a un point de départ antérieur à ce que tu as évoqué, qui est le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier préexiste à 1920, en France en particulier, et tu as dans ce mouvement ouvrier déjà des organisations de jeunesse et déjà des organisations étudiantes. Déjà, dès la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, tu as déjà ça. Évidemment, la Première Guerre mondiale, comme grande boucherie, comme horreur qui pousse à une révolte et à l'idée qu'il faut vraiment faire un monde complètement différent, parce que là, on a été confronté à une boucherie qui n'a pas d'équivalent depuis la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle donc joue évidemment un élément de rupture, par premier élément. Puis le deuxième élément, c'est bien sûr le fait que, pour la première fois depuis la Commune de Paris, il y a un régime révolutionnaire qui tient plus de 72 jours et qui va même tenir davantage. Bon. Donc ces deux éléments-là vont reconfigurer ce qui s'est passé
avant. Donc c'est pour ça que je voulais parler des étudiants qui existent avant. Parce que ces étudiants collectivistes, ces étudiants socialistes révolutionnaires, ils existent avant tout ça, si je puis dire. Et ils vont être percutés, pour une part, par tous ces événements énormes, gigantesques, qui tombent sur la France et sur d'autres pays à ce moment-là. Et donc, dans ce bouillonnement-là, qui est marqué par le fait que Lénine ne veut pas la reconstitution de l'internationale socialiste d'avant-guerre, qui avait donc annoncé Urbi et Orbi qu'elle se lèverait contre la guerre et qui finalement n'a pas été en mesure, en capacité, en tout cas n'a pas fait grand-chose quand même pour empêcher la guerre lorsqu'elle arrive en 1914. Donc il veut lancer l'internationale communiste pour avancer et très vite il y a un écho certain de cet appel en 1919 et il y a un écho y compris parmi les étudiants communistes. Donc il y a par exemple une fédération internationale des étudiants communistes qui est constituée le 27 décembre 1919 déjà. Et c'est cet appel-là, alors c'est pompeux mais c'est pas non plus des millions de personnes, hein. On croirait que c'est un truc énorme, c'est pas énorme. Mais en tout cas qui est proclamé. Donc cet appel-là, il va être entendu et relayé par quelques étudiants, pas des étudiants qui traînaient dans la rue, des étudiants souvent qui étaient déjà engagés dans les mouvements socialistes et estudiantins. Et donc ceux-là, en 1920, ils vont se mobiliser pour l'adhésion à cette affaire-là, à la Fédération internationale des étudiants communistes, pour le fait que le Parti socialiste devienne Parti communiste, on va dire international communiste, etc., etc. Et donc, on trouve, par exemple, le 23 et 24 juillet 1920, donc on est quasiment au centenaire à quelques jours près, à 10 jours près, il y a le congrès national constitutif des étudiants communistes. Il y a donc 100 ans, dans 10 jours. Hein, voilà. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui est créé, qui s'appelle d'ailleurs explicitement étudiants communistes. C'est la Fédération nationale des étudiants communistes qui est créée le 24 juillet 1920 à Paris. Cependant, comme tu l'as dit, c'est vrai que les ambitions de cette affaire ne sont pas démesurées dans la jeunesse pour plusieurs raisons. C'est que les étudiants sont très peu nombreux à ce moment-là. Et deuxièmement, parce que tu as dit très peu nombreux et ils ne sont pas, disons, installés dans tout le spectre social. C'est souvent des enfants de la bourgeoisie, pas que, mais quand même massivement. Et donc, par exemple, j'avais trouvé dans le bulletin communiste une formule amusante le 18 mars. Ils mettent « Il est inutile d'insister longuement sur l'impossibilité d'exercer une action de masse sur les étudiants des universités. » Voilà, c'est ce que disent les étudiants communistes en mars 1920. Et puis, comme tu l'as dit, après, voilà, ça va être finalement fondu à l'intérieur de la jeunesse communiste, qui est donc créée au congrès de la Bellevilloise le 1er novembre 1920. Et du coup, donc, en 1939, survient la première conférence nationale constitutive de l'Union des étudiants communistes de France à Ivry-sur-Seine, qui deviendra au début de la guerre l'Union des étudiants et lycéens communistes. Donc leur lutte à ce moment-là, elle est surtout dirigée contre la montée du fascisme. Et durant la guerre, la mobilisation militaire, elle désorganise profondément leur organisation jusqu'en 1940. Et finalement, elle ne va pas survivre à cette guerre à cause de la répression et des pertes humaines, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, ce qu'il faut mesurer, c'est qu'il y a un changement stratégique profond des communistes avec le Front populaire qui a des conséquences, y compris dans la jeunesse. Quelles sont ces mutations ? Il y en a beaucoup, mais je sais qu'il faut aller vite. Bon, mais disons qu'il y a la volonté d'une alliance entre la classe ouvrière et les intellectuels. Bon, et même au-delà, les couches moyennes, etc. Bon, mais c'est ça un des grands axes de la politique du Front populaire que lance Thorez en France. Et donc, il y a une sorte de déclinaison de ça dans la jeunesse, et ça se traduit, cette alliance de la classe ouvrière, les JC, parce que c'est ça, la JC, c'est quand même la jeunesse ouvrière, hein, on peut bien l'avoir dans la tête, jeunesse qui travaille à ce moment-là. Et puis, les intellectuels ou les futurs intellectuels, les intellectuels en formation, en devenir, donc la création spécifique d'union des étudiants communistes. Il faut bien voir cette création comme la déclinaison d'une stratégie plus globale du Parti communiste, de l'alliance de la classe ouvrière et des intellectuels. Bon, dans un cadre que tu as aussi signalé, le Front populaire, c'est évidemment ça aussi, dans un cadre qui est celui aussi de l'antifascisme, bien sûr. Pourquoi on fait ça ? Il y a évidemment cette dimension-là qui est importante. Donc c'est vrai que ça aboutit à cette création, en fait, qui chemine dès le Front populaire. Déjà, on commence à organiser un peu les étudiants à part des autres. Il y a des choses qui commencent à se mettre en œuvre dès le début du Front populaire, et puis ça se met en place progressivement
en 38 pour aboutir définitivement non justement, pour aboutir début 1939 à la création de l'Union des étudiants communistes, puis de l'Union des étudiants et lycéens communistes. Alors peut-être pourquoi ce rapprochement avec les lycéens? Parce que le lycée, c'est pas du tout le lycée d'aujourd'hui. On n'est pas du tout dans, d'abord, peu de gens vont jusque-là, hein, le lycée. Et deuxièmement, dans ce que nous appelons aujourd'hui le lycée, et deuxièmement, ce qu'on appelle à l'époque le lycée n'a rien à voir. En fait, il y a deux systèmes de formation parallèles dans la jeunesse à ce moment-là. Vous avez les gens comme tout le monde, depuis Jules Ferry, donc c'est école primaire, et dans le meilleur des cas, école primaire supérieure, ou après change de nom plusieurs fois, peu importe. C'est ça. Bon, et c'est terminé. Et puis, mais déjà, bon... Hein, et les autres, ils ne vont jamais à l'école primaire. Jamais, jamais, jamais. Les bourgeoisies, ils commencent au lycée. Il y a les petites classes du lycée et puis on enchaîne. Donc c'est des formations qui sont faites, qui commencent très tôt, dès ce qu'on appelle l'école primaire, mais c'est les mêmes âges. Et qui vous emmènent en direction de l'enseignement supérieur. Alors que l'école primaire n'emmène pas à l'enseignement supérieur. L'école primaire, son horizon ultime, c'est les certificats d'études primaires. Et puis c'est tout. Et puis après, voilà. Donc, les lycéens, c'est les futurs étudiants. C'est pour ça qu'il y a aussi une... D'ailleurs, eux-mêmes s'appellent souvent étudiants. Quand on est au lycée, on est un étudiant. On dit ça aussi. Oui. Donc, il y a cette proximité. Pendant la guerre, tu dis, ça disparaît. Alors, oui et non. D'abord, c'est dissous comme tout le reste en septembre 1939, voilà, dissolution. Mais les étudiants communistes existent sous une forme clandestine, ils ont eu des publications, des actions. Alors, ça a été l'objet de nombreux débats, mais malgré tout, il y a des étudiants communistes qui sont là, effectivement, le 11 novembre 1940 à Paris, dans cet acte de résistance important. Il y en a, voilà, je sais bien que, mais voilà, il y a des étudiants communistes qui sont présents. Donc, il y a les étudiants communistes, et puis ils vont créer, comme font les communistes à ce moment-là, différentes organisations de masse. Et donc, c'est-à-dire qu'ils rassemblent de masse. Ça ne veut pas dire qu'on est nombreux. Ça veut dire qu'ils visent à organiser autre chose que seulement les révolutionnaires, si vous voulez, plus largement. De masse, c'est pas la réalité, c'est l'objectif, si vous voulez. Et donc, ils créent notamment l'Union des étudiants patriotes, qui est un gros truc, hein, un très gros truc est créé pendant la guerre. De ce point de vue, il faut bien mesurer aussi que les étudiants communistes, ils s'organisent en tant que tels, comme formation politique étudiante, mais parfois il y a des tentations, des tentatives de faire quelque chose qui soit parfois à mi-chemin entre politique et syndicat. C'est le cas de l'Union fédérale étudiante qui est créée le 14 juillet 1926 et l'UEP, elle est un petit peu mixte. Alors, c'est syndicat particulier pendant la guerre, voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Mais au lendemain de la guerre, quand on est à l'Union des étudiants patriotes, on fait beaucoup de choses. Il y a de la politique, il y a aussi, pour la libération, il y a une dimension physique, armée, parfois participation à la lutte de la libération. Donc, c'est assez mélangé. Et puis, tout ça finit par s'éteindre avec les grandes réorganisations de la libération. Et donc, la création, notamment à Pâques 1945, de l'Union de la jeunesse républicaine de France. Je crois que tu vas en parler. Oui, justement... Donc tu viens de l'évoquer, donc en fait à la fin de la guerre, on a la création de l'UJRF, donc l'Union de la jeunesse républicaine de France et les étudiants, où du coup existe en son sein une organisation étudiante. Pourtant, donc comme tu as commencé à l'évoquer, du fait de l'union patriotique et du refus du marxisme comme cadre théorique, les étudiants communistes, comme dans les années 20, préfèrent se tourner vers le Parti communiste. Et ils militent parfois au sein de groupes universitaires. Donc en 1947, la fédération de la Seine du PCF ressort clarté. Au début des années 50, l'UJRF périclite et de cette mort subsiste l'Union des étudiants communistes de France. Cette réactivation de l'UEC est entérinée lors du 14e congrès du PCF en 1956, où ce dernier décide de recréer l'UEC et de reprendre la publication de son journal Clarté, appelé à ce moment-là le Nouveau Clarté. C'est cette union des étudiants communistes qui est recréée lors de ce congrès en 1956 par le PSF que l'UEC est finalement telle qu'elle est aujourd'hui. Du coup, à partir de ce moment-là, quelle a été un peu l'évolution de l'UEC qui est maintenant en fait dans sa forme que nous connaissons aujourd'hui du coup, entre la création de l'UEC par le Parti communiste au congrès en 1956 et aujourd'hui, parce que finalement c'est à ce moment-là que l'UEC a été créée telle qu'elle est aujourd'hui. Ça fait une grande période. Ça fait une grande période, mais du coup il n'y a pas eu d'autres moments où l'UEC a été
a périclité ou après a été recréée. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr, à ce moment-là, il y a une recréation qui est pérennisée sur la suite. Tout à fait. Mais si tu veux, ça dépend si on est en retard. Si on n'est pas en retard, je vais quand même revenir un petit peu sur l'avant parce que quand même, bon, non, on a un petit peu de temps. Bon, alors ça va. Donc, 45. Création de l'Union de la jeunesse républicaine de France. L'objectif est de rassembler très très large les communistes, mais très, très au-delà. Bon. Dans l'UJRF, il y a un secteur étudiant, enfin, je ne sais plus quel est le terme technique de l'époque, donc je ne veux pas faire d'anachronisme, mais disons qu'il y a une organisation interne en direction, il y a un secrétariat, voilà, il y a un secrétariat en direction des étudiants spécifiques, il y a même un journal qui est créé, etc. Bon, mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en fait, les étudiants communistes, ils vont surtout s'organiser. C'est compliqué parce que ça se mélange parfois. Ils vont surtout s'organiser dans des cellules étudiantes du Parti communiste français. C'est surtout comme ça que ça se passe, de la Libération jusqu'en 1956. L'essentiel des étudiants communistes sont plutôt organisés dans le Parti communiste français, dans des cellules étudiantes propres du Parti communiste français. Et qui dit ça, dit aussi qu'ils sont mêlés au reste du Parti communiste français pour les réunions de section. C'est une dimension importante parce que quand en 1956, l'UEC est créée, il y a des débats. Parce qu'on dit on va isoler cette partie de la jeunesse un peu, souvent quand même plus favorisée, ou en plein ascension sociale, on va la couper du monde ouvrier. Parce que, par exemple, si je prends les quartiers du 5e ou du 6e arrondissement d'aujourd'hui, on n'imagine pas que... Mais si, faut regarder l'INSEE de l'époque, faut regarder les activités, les gens qui habitent là. Il y a des cellules ouvrières, il y a des cellules du Parti communiste dans des usines dans le 6e arrondissement, etc. Il y a des choses importantes. Des entreprises, en tout cas, industrielles comme la Monnaie, par exemple. Donc, quand on est étudiant communiste, on voit ces gens-là. Et donc, effectivement, en 1956, on crée spécifiquement une organisation à part, séparée, qui n'est plus dans le Parti communiste, mais qui est à part, qui est l'Union des étudiants communistes. C'est une décision, effectivement, faite au Congrès du Havre en 1956. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le nombre d'étudiants augmente. On était en gros à 70 000 dans l'entre-deux-guerres, à peu près, dans les années 30, on est à 70 000. Et là, il y a une grande augmentation qui s'accélère après la Libération et dans les années 50. Et les années 60, ça va être encore plus fort. Donc il y a cette dimension-là. Et puis n'oubliez pas la stratégie quand même globale de la période, qui est quand même... 56, on essaie quand même de rejouer encore le Front populaire. Donc il y a quand même encore un peu cette histoire de classe ouvrière intellectuelle et on recommence un peu la chanson. Donc il y a un petit peu cette dimension-là qui est là. Donc en 56, réorganisation globale de tout le dispositif juvénile. On crée le mouvement de la jeunesse communiste avec plusieurs branches, dont l'Union des étudiants communistes à ce moment-là. Et peut-être qu'on pourrait ajouter une chose sur Clarté. Clarté, tu dis, si tu me permets, Clarté, tu dis, est recréé pour les étudiants communistes. En fait, Clarté, c'était un journal qui n'avait rien à voir avec les étudiants communistes avant la guerre. C'est le journal et même le mouvement de Barbus, le grand écrivain, prix Goncourt 1916, qui est tout à fait séparé, qui n'a rien à voir avec les étudiants communistes. Et donc, c'est recréé en 1900. C'est créé, pardon. C'est pas recréé, parce qu'en fait, c'est créé plutôt que recréé. C'est autre chose, quoi. Clarté est créé donc après la guerre comme organe des étudiants communistes, des étudiants du Parti communiste de la Fédération de la Seine. Et puis après, ça va être nationalisé en prélude à l'UEC, à la création de l'UEC en 1956. Et donc, ça va devenir ce grand journal. Et à partir de ce moment-là, puisque tu voulais que je te parle d'après 56, donc je vais quand même finir par répondre à ta question. Donc, à partir de 1956, il y a une ascension des étudiants communistes. Les effectifs montent assez vite. Alors évidemment, ça fait un peu petit, mais il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants quand même. Donc, par exemple, en 59, on a 2000 étudiants communistes. Ouais. En 61, 3000 étudiants communistes. Ça paraît peu, mais c'est quand même pas mal, parce qu'il faut voir pour mesurer le nombre d'étudiants qu'il y a à l'époque. Et en plus, mais pourquoi ça fonctionne? Mais aussi parce que il y a quelques étudiants, il y a quelques enfants de la classe ouvrière, pour parler vite, qui arrivent d'un moyen ou un autre à l'université. Et quand même, souvent, même encore aujourd'hui, on voit ça. Parfois, il y a une espèce de choc de se retrouver tout seul au milieu d'enfants de la bourgeoisie. Et parfois, ça pousse à une espèce de politisation et à se mettre ensemble et à s'organiser. Donc, c'est vrai que ça joue dans le cadre des évolutions sociales du milieu étudiant. Les étudiants communistes, évidemment, ça fonctionne. Et puis, il y a aussi ce que quand même,
même un certain souffle de ce que veut dire le communisme, des espoirs que ça peut porter à ce moment-là, en France et dans le monde, et puis des combats durs qui peuvent couper d'une partie de la jeunesse, mais qui peuvent mobiliser une autre partie, notamment les combats anticoloniaux pendant cette période-là en particulier, avec de grandes figures à l'UEC, comme Serge Magnien, par exemple, qui joue un rôle tout à fait héroïque, pour employer pour un jugement de valeur, mais quand même, dans le cadre de la guerre d'Algérie, par exemple. Oui, parce que c'est vraiment à partir de 1965 jusqu'en 1981 qu'il y a un changement vraiment qui s'opère dans le milieu étudiant du fait de la massification de l'enseignement supérieur au cours des années 60. Parce que l'université a une place nouvelle dans la production. Il ne s'agit plus de former des cadres pour reprendre les usines de leurs pairs et faire leurs humanités, mais bien en fait de répandre des enjeux économiques et sociaux de la période. Donc en 1945, les étudiantes et étudiants sont à peu près 100 000 en France. Ils atteignent le million en 1980. Donc le mouvement communiste dans son ensemble, il amorce le changement des changements stratégiques. Donc les ouvriers, l'ayant rejoint massivement dans les années 50, 60 et 70, le PCF élargit sa base sociale afin de rallier des techniciennes et techniciens, des travailleurs et travailleuses intellectuelles. Du coup, les étudiants deviennent aussi à ce moment-là une part importante du cœur de cible des communistes, du fait de cette massification de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur. Et l'UEC, du coup, une des priorités, devient aussi une des priorités du mouvement du fait de cette massification de l'enseignement supérieur. Et du coup, je ne sais pas si tu veux. En fait, ce que tu dis est juste. Donc, 56, il y a un côté. Retour, bis, on recommence. Il y a un côté comme ça. Mais ça n'est pas que ça. C'est la massification qui commence déjà, qui va s'accélérer ensuite. Et puis, il y a une modification stratégique pour le Parti communiste français qu'il faut avoir en tête. C'est qu'il y a des mutations dans le salariat qui sont considérables. Et les communistes s'en rendent très très vite compte. Moi, j'ai beaucoup travaillé notamment sur une usine qui s'appelle Hispano-Suiza, qui est une usine d'aéronautique. C'est frappant. Vous regardez la composition des collèges. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. En fait, dans le monde, dans une usine comme Hispano-Suiza, il y a plusieurs collèges. Il y a le collège ouvrier pour les élections. Vous avez vos élections, vous représentez les délégués pour les élections syndicales. C'est ça. Il y a le collège ouvrier et il y a le collège, l'autre collège, le deuxième collège, dans lequel il y a les cadres, etc., choses comme ça. Vous regardez les effectifs d'inscrits dans le premier collège, le collège ouvrier, et ensuite le collège des personnes plus qualifiées. Et vous regardez l'évolution. C'est effrayant. Je ne sais pas si c'est effrayant ou c'est très bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sidérant, si vous voulez. C'est-à-dire que le collège ouvrier, ça diminue, et à l'inverse, le collège des personnels beaucoup plus qualifiés augmente. Or, quel est le problème des communistes? Et tout ça, c'est des salariés, attention. Ils sont salariés, mais il n'y a pas toujours une conscience de classe commune très forte. Parce qu'au contraire, il y a des volontés de distinction à l'intérieur. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand vous êtes un ingénieur chez Hispano-Suiza, peut-être que parfois vous regardez un petit peu de haut l'ouvrier chez Hispano-Suiza, vous voyez, donc, mais alors que c'est des salariés en réalité ensemble, ils ont le même intérêt de classe, la même place dans les rapports de production, mais il peut y avoir des tensions. Et quel est le problème des communistes en élargissant la CGT? C'est que la CGT, elle fait carton plein, mais alors énorme dans le collège ouvrier, et ça bouge pas, tranquille. Oui, mais ils sont moins en moins nombreux. Et à l'inverse, dans le collège, l'autre collège, voilà, ils sont mangés par les autres. Et donc ça, c'est un problème. Les mutations du salariat, le Parti communiste, il le voit aux premières loges, parce qu'il est très implanté dans les entreprises, donc il le voit tout de suite. Et donc ça pose la question, qui va grandir dans les années 60, alors ça pose des débats théoriques compliqués sur la définition de classe ouvrière, etc. Bon, à mon avis, mais bon, passons. Mais ça pose aussi un problème stratégique qui est: qu'est-ce qu'on fait avec ce salariat qui change et dans lequel il y a de plus en plus de salariés beaucoup plus formés? Des ingénieurs que le Parti communiste et la CGT vont appeler les ingénieurs cadres techniciens, une sorte de catégorie comme ça qui crée. Et donc, ça redonne de l'importance à la question de l'UEC dans ce contexte-là. C'est plus simplement l'alliance de la classe ouvrière des intellectuels, c'est qu'au sein même du salariat, il y a une partie de plus en plus formée, qui passe de plus en plus par l'université et sur lequel les communistes touchent pas grand-chose. Donc ça donne une importance plus grande à ceux qui sont déjà ingénieurs cadres techniciens, mais en amont à ceux qui vont être à l'intérieur de l'université. Et puis, en plus,
il y a un problème sur lequel j'ai vu que tu avais soigneusement sauté, mais il faut quand même l'évoquer, mon cher Alexandre, c'est que accessoirement, dans ce milieu dans lequel les communistes sont moins forts, il y a une concurrence qui se développe dans les années 60. Et bah oui, quand même, je suis désolé de le rappeler. C'est-à-dire que l'Union des étudiants communistes va être investie comme maillon faible, si je puis dire, par des différentes organisations entristes. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon voilà. Et donc, et ça aussi, ça va stimuler le Parti communiste. Alors, pas que, c'est plus compliqué, je vais vite. Hein, bon, mais il n'y a pas que de l'entrisme. Il y a de l'entrisme, il n'y a pas que de l'entrisme. Ah bon, Krivine, c'est de l'entrisme, par exemple, c'est clair. Il le dit lui-même, c'est pas moi qui fais de l'histoire policière. Il explique lui-même, il était au Parti communiste internationaliste, un truc trotskiste. Il entre dans l'UEC pour, etc., voilà, diffuser ses idées. Et ça marche très bien quand le Parti communiste soutient Mitterrand en 1965. Il passe sur Europe 1 le jour même pour dire quel scandale, moi qui suis étudiant communiste, vraiment, nous sommes contre. Bon, voilà, ok. Il dirige le principal secteur de l'Union des étudiants communistes. Donc, il y a une concurrence. Et là, il y avait deux manières pour de faire. Une manière bureaucratique qui dit on dissout, point. Un peu fait quand même. Mais c'est pas du tout ça. C'est on dissout et on reconquiert. En fait, c'est d'abord ça ce qui a été fait. En fait, c'est quoi la crise de l'UEC? C'est ce que je vous dis. Voilà, bon, je vais aller très vite. Donc, la crise de l'Union des étudiants communistes, c'est dans les années 60. Première partie des années 60, hein, d'accord? Simplement, que va-t-il se passer? C'est que le Parti communiste va décider, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dissoudre et dire on s'en fout des étudiants communistes, c'est pas grave. Il considère que c'est important dans sa stratégie et donc il va partir à la reconquête politique de ce milieu. Et il va mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Donc c'est aussi pour ça, si je peux dire, qu'on met beaucoup d'énergie, pour des raisons stratégiques de fond, et puis aussi parce qu'il y a un petit problème à gérer avec le gauchisme, pour aller vite et prendre les formules de l'époque qu'on peut contester, qui se développe dans ce milieu-là en particulier. Et ça va être un grand succès, notamment à partir des années de programme commun. Les années 70 vont être très marquées par un déploiement des communistes dans tous les milieux, et y compris, en particulier, dans les milieux étudiants, sur fond, il faut bien le dire aussi, de combats internationaux qui touchent beaucoup ces milieux étudiants, comme la guerre du Vietnam en particulier, ou comme encore, comment ça s'appelle, le Chili, etc., et d'autres choses comme ça. Donc, en fait, c'est quoi être étudiant communiste dans les années 70 ? Il y a une dimension liés aux syndicats, puisque les communistes investissent davantage les syndicats, en l'occurrence l'UNEF. Il y a d'ailleurs une scission à l'intérieur de l'UNEF. Et être un étudiant communiste, c'est être étudiant et syndiqué. Il y a une sorte de petit parallélisme avec être ouvrier communiste et à la CGT. Et là, tu es étudiant communiste et à l'UNEF. Bon, c'est clair. Et il y a aussi cette dimension, internationale. Ajoutons un dernier point, qui est la dimension intellectuelle. En fait, dès la recréation de la création de l'Union des étudiants communistes dans les années 50, et ça va grandir ensuite, il y a une volonté de faire des événements intellectuels importants. Clarté est un journal qui a une certaine exigence, ou parfois une certaine arrogance, il faut quand même le dire aussi, hein, quand Kouchner, par exemple, parle Bernard Kouchner, que vous connaissez peut-être, parle des poèmes d'Aragon, il en parle un peu comme si le gars, bref, bon, peu importe. Bon, mais parfois la jeunesse peut être un peu arrogante. Bon, mais ça peut arriver. Mais de l'arrogance, il y a quand même une qualité, etc., de fond, et puis des grands débats. Et il y a une coopération avec le Parti communiste qui, avec notamment le CERM, avait créé des initiatives comme la Semaine de la pensée marxiste. J'en parle parce que, voilà. Alors, c'est pas un truc de l'UEC, c'est un truc que les communistes, le CERM en particulier, organisent, mais il y a des actions parfois communes avec l'Union des étudiants communistes. Et puis, il y a des liens entre Clarté et un des revues intellectuelles du Parti communiste qui s'appelle La Nouvelle Critique. Parfois, il y a des numéros communs de temps en temps qui peuvent être faits dans certains moments. Donc il y a cette ambition et cette dimension intellectuelle qui est là. Et puis il y a les liens avec l'Université Nouvelle. L'Université Nouvelle, c'est une structure de formation exigeante, mais grand angle, qui sont organisées, et que souvent quand on est étudiant communiste, on va assister au cours de l'Université Nouvelle, etc. Donc il y a cette spécificité, il y a l'idée qu'il faut quand même coller un peu au milieu. Et enfin, finissons par une chose, c'est que les étudiants communistes, je vous dis, souvent ils ont une propriété sociale un petit peu différente des autres quand même. Souvent quand même, ils sont quand même plus souvent issus de milieux moins favorisés que les autres quand même. Et ça se traduit par notamment tout le développement d'actions et de réflexions autour des étudiants salariés, par exemple. Il y a qui évidemment sont moins nombreux souvent dans d'autres structures.
J'ai été un peu long, mais voilà. Non, mais je vais revenir un peu sur ce que tu disais, parce que, en fait, effectivement, à cette période-là, donc on a une certaine hégémonie quand même de l'Union des étudiants communistes, notamment un peu suscitée aussi après par l'espoir de l'Union de la gauche, et qui, comment dire, son action, elle se décline un peu en 4 volets. Donc, c'est d'être une école du communisme pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants, d'être le moteur des propositions et des réflexions en matière d'enseignement supérieur, de promouvoir les propositions et les réflexions des communistes auprès des étudiants et d'organiser le milieu étudiant autour d'elle. Mais on a commencé à y venir, mais cette hégémonie, finalement, elle va un peu décliner en même temps que du coup l'espoir qui avait été suscité par l'Union de la gauche et puis par l'élection de François Mitterrand. Du coup, je ne sais pas si tu veux revenir un peu sur cette période un peu de déclin qui vient après de l'UEC et en fait de l'ensemble de la gauche à ce moment-là. En tout cas, de l'ensemble de la force communiste, Oui. en tout cas, Oui. c'est sûr. Bon, mais vous avez, je ne sais pas du tout ce qu'en savent ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, s'ils nous écoutent et si elles nous écoutent d'ailleurs. Bon, mais en gros, disons que vous ayez un peu la chronologie en tête, du point de vue des forces, quoi. Les années 20, bon, c'est nous qui sommes majoritaires, enfin nous, excusez-moi, voilà. Bon, c'est nous qui sommes majoritaires, enfin, mais très vite, ça tombe, hein, au début des années 30, c'est terminé. Enfin, je veux dire, on est ratiboisé et les socialistes se sont reconstitués. Les années 30, après, avec le Front Populaire, c'est là qu'est le décollage incroyable, si je peux dire. Parce que l'histoire, souvent, vous savez, les gens réfléchissent toujours un peu de la manière suivante, demain sera comme hier et comme aujourd'hui, à peu de choses près. Vous voyez, souvent, on a du mal à penser les inflexions, les accélérations, les ralentissements. Ce sont des projections dans le futur qui sont grosso modo à l'image du présent. Bon, ça marche pas comme ça en réalité dans la vie concrète. Bon, donc Front Populaire, ça explose. Et puis, interdiction. Donc là, il n'y a plus grand monde, hein, parce que le clandestin, d'accord, mais il n'y a quand même pas grand monde en clandestin, c'est trop dangereux. 45, c'est l'ACME. Et puis, guerre froide. Donc là, c'est fini. J'avais de nouveau ratiboisé. Hein, la guerre froide, ça devient très dangereux. Et puis, c'est dur. Hein, voilà. Bon. Et puis, ça repart très fort. Ça revient un peu après la guerre froide, un peu. Mais la deuxième explosion, c'est le programme commun, les années 70. Et pour les étudiants communistes, c'est vraiment là. Parce que ça correspond. Tous les feux sont au vert, si je puis dire. Il y a beaucoup plus d'étudiants. Il y a beaucoup plus d'étudiants de milieu populaire. C'est beaucoup plus stratégique pour le Parti communiste avec les questions des ingénieurs, cadres techniciens, etc. Donc les années 70, c'est la décennie de l'UEC du XXe siècle, sans aucune espèce d'hésitation. Voilà, c'est là que les choses se passent. Mais ça se passe mal à la fin, puisque tout ça s'appuie sur une perspective dont on a du mal à imaginer qu'elle ait pu enthousiasmer à ce point-là les gens. Mais pourtant, c'est vrai. C'est que... il y a une stratégie qui paraît très cohérente et qui paraît très crédible, hein, qui est celle du programme commun de gouvernement, et qui est que, une fois que la majorité des gens qui soutiennent le programme commun, des forces qui soutiennent le programme commun, aura gagné, évidemment que les socialistes, ils voudront faire des sales coups. Oui, mais il faut imaginer ce qu'a été l'action des étudiants communistes en matière de diffusion du contenu du programme commun. Et donc l'idée, c'est une fois que ils voudront un peu être mous du genou, mais oui, mais le peuple, si je puis dire, saura les tenir parce qu'on aura popularisé le truc, y compris les non-communistes, puisqu'on leur a vendu le truc comme étant un programme commun qui est très écrit par les communistes, mais officiellement signé par les autres. Donc, bon, et après, c'est parti. Il y a une espèce de tunnel, de télescope, si vous voulez. C'est démocratie avancée, avec ça, qui ouvre la voie au socialisme, et puis après, on est parti. Voilà. Et en plus, tout ça est possible parce qu'il y a l'Union soviétique qui fait que si jamais les Américains veulent refaire le coup du Chili, bon, ils n'oseront peut-être pas parce qu'il y a quand même l'Union soviétique qui a quand même accessoirement quelques armes nucléaires sous le coude. Bon, voilà. Et puis, le Parti communiste est puissant un peu partout quand même, donc on ne peut pas non plus tout à fait faire la chanson. Donc, ça paraît cohérent et crédible et ça mobilise beaucoup. C'est ça qui va un peu ratiboiser les gauchistes parce que, en plus, bon, c'est sympa la guérilla, mais bon, même le Che Guevara meurt, bon Dieu, c'est bon, et puis bon, voilà. Là, ça paraît plus crédible, quoi, cette affaire. Donc ça marche fort. Sauf que, comme vous le savez, ça fonctionne, ce dispositif, dans un moment où le Parti communiste est de loin la principale force des trois rassemblés. En nombre d'adhérents, en voix, aussi en nombre d'électeurs, hein, et à certains égards en influence. À certains égards. Sauf que, comme vous le savez, finalement, les socialistes vont remonter dans les années 70. Et à la fin, ils sont devant nous.
Voilà, à la fin, ils sont devant nous, à la fin du programme commun. Et donc ça comment dire, ça abîme beaucoup. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va en plus, comment dire, accélérer les crises internes. En fait, si vous voulez, quand vous avez des désaccords, mais que tout va bien, si je peux dire, ça monte, ça passe, si vous voulez, parce que bon, il y a une espèce d'euphorie, tout bon. Mais quand ça va plus, alors là, par contre, toutes les petites choses rentrées, toutes les tensions politiques, sociales, diverses, vont commencer à chauffer. Et là, là c'est parti. Et l'Union des étudiants communistes va beaucoup souffrir, y compris aussi des problèmes que rencontrent les intellectuels. Les intellectuels communistes vont beaucoup se déchirer, il va y avoir des débats, il va y avoir des... Il n'y a plus d'exclusion, mais on dira il se met lui-même en dehors du parti, etc. Il y a Althusser, il y a toute une série de très grandes figures intellectuelles qui pouvaient être des moteurs de l'adhésion au communisme, qui vont partir, qui vont devenir très critiques. Et ça va abîmer aussi cette possibilité d'attraction pour les étudiants communistes, c'est sûr. Et puis, il y a les difficultés du Parti communiste d'un point de vue, comment dire... global, c'est quand même un déclin électoral rapide, si vous voulez. Vous êtes la première force jusqu'en 77, et puis en 10 ans, vous vous retrouvez à 6%. Il faut quand même avoir ça dans la tête, quand même, en 10 ans. Voilà. Donc ça va très très vite. Donc ça affaiblit aussi. Et puis enfin, bon, vous savez bien aussi que même si le Parti communiste français avait clairement, avait bien la voie française au socialisme, l'idée que ce serait une application de ce qui se passait en Union soviétique. N'empêche que le caractère du socialisme soviétique, quand même beaucoup, faut bien dire les choses comme elles sont. Et puis intellectuellement, c'est dur. Idéologiquement, la bataille idéologique, c'est plutôt compliqué dans cette période-là. Vous avez quand même toute une gauche non communiste qui est très forte. Il y a la belle thèse de Michael Scott Christopherson sur ce qui s'appelle les intellectuels contre la gauche, dans lequel il montre bien tout ce qu'on a appelé le mouvement anti-totalitaire, avec des gens qui sont encore en vie maintenant, même s'ils vieillissent un peu, mais comme Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et tous ces gens-là, les nouveaux philosophes, qui théorisent la gauche comme un refus du totalitarisme communiste. C'est-à-dire, c'est quand même ça la période qui est vécue par les étudiants communistes. Donc c'est quand même compliqué, si je peux dire, à beaucoup d'égards. Après, comme tu le sais, les études sur les étudiants communistes de la période du déclin, qui sont des moments, à mon avis, passionnants à comprendre pour justement conjurer des certain nombre de difficultés, ne sont pas extrêmement nombreuses, et ce qui est d'ailleurs une litote. Donc là, je parle, tu vois bien, de manière plus générale, parce que j'ai moins de choses plus particulières à te raconter sur cette période-là en particulier. Mais et je sais même pas quelle est l'ampleur du déclin. J'ai pas les chiffres, si tu veux, de savoir on passe de temps à temps. J'en sais rien. Mais connaissant le Parti communiste, on arrive après à deviner. Mais peut-être que je dis des choses qui mériteraient d'être corrigées par les études qui viendront. Oui, c'est un peu ce qu'on a aussi, c'est-à-dire que même entre 1994 et 2008, on a aussi un réel déclin de l'UEC, donc comme tu disais, de fait de facteurs internes, de dynamiques qui sont propres à l'UEC, comme de facteurs externes et communs à l'ensemble du mouvement communiste. Il y a aussi un lien aux intellectuels qui est beaucoup plus restreint qu'à la période précédente. Mais pour en revenir un peu plus récemment, on a quand même les années 2010 qui marquent une sorte de renaissance de l'UEC avec un nouveau déploiement qui est rendu possible par l'adoption de nouvelles priorités. Même si le recul historique, comme tu le disais, que nous avons est encore trop étroit. Donc sous la direction par exemple de Marion Guénaud ou d'Hugo Pompougnac, l'UEC renoue donc avec la semaine de la pensée marxiste dont tu as déjà parlé, donc qui réintroduit une volonté d'analyse scientifique et d'exigence intellectuelle débat au sein puis des ministres qui permettent à révolutionnaire des étudiantes et des étudiants, de faire émerger aussi de nouvelles et de nouveaux responsables.
à l'image de leur milieu. Parce que c'était tout le défi aussi. Qu'il y a des défis nouveaux qui s'ouvrent aujourd'hui aux étudiants communistes, dont on va parler d'ailleurs tout au long de la journée. Enfin, je ne sais pas si tu veux un peu rebondir là-dessus ou si... Bon, moi, je te laisse... je te laisse... Oui, vas-y. Bon, en gros, moi j'ai horreur de mélanger les casquettes parce que beaucoup de gens font des... C'est pas très bien. Donc là, on est d'accord, je parle pas du tout comme tu m'as présenté. C'est-à-dire, je parle pas comme docteur de je sais pas quoi, je n'engage aucune espèce de doctorat. Là, je vais parler comme communiste et pas comme chercheur pour la dernière partie de la chose. Évidemment, en même temps, je suis les deux. Mais donc, je vais aussi le faire avec ce que j'ai appris par ailleurs. Mais là, je ne veux pas engager quoi que ce soit Bon, donc, soyons clairs, je te réponds comme communiste sur cette partie-là. Bon, ce que je pense quand même sur le fond, c'est que la crise du capitalisme, si tu veux, notamment à partir de 2008, si tu veux, joue à mon avis un rôle assez déterminant. Première chose, je vais un peu expliquer. Et deuxième chose, l'éloignement dans le temps quand même de l'expérience soviétique joue de manière contrastée, mais joue quand même. Alors je vais expliquer ça. Bon, je commence par la fin qui est plus facile. Le fait que, si tu veux, quand tu regardes aujourd'hui les sondages sur le communisme, ça vous parle pas, tu vois bien quand même que tous ceux qui ont connu les années 80, tous ceux qui ont connu Jaruzelski, Solidarność, tout ce bordel-là, tu vois bien que ceux-là, c'est difficile, hein. C'est très difficile pour eux de se dire le communisme, ouais, c'est intéressant, c'est dur. Parce que quand même, bon voilà. Je sais pas que pour ça, mais aussi pour ça. Alors que c'est vrai que pour notre génération, on est tout à fait la même maintenant déjà. Donc mettons votre génération et la mienne peut-être, mettons, ça se pose pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que l'Union soviétique, c'est pas une espèce de truc où tu as envie d'aller dans la rue contre l'Union soviétique. Il y a plus d'Union soviétique. Je veux dire, c'est tout ça. Bon, c'est déjà plus à portée de mémoire, et donc ça veut dire que c'est quasiment déjà au niveau de Vercingétorix. La mémoire, c'est ça. Hein. Soit c'est tout de suite, soit c'est déjà de l'histoire. Alors on sait plus très bien quand c'est. Bon voilà. Bon, donc c'est très loin. Bon, donc c'est quand même un premier élément. Alors il faudrait nuancer, etc. Mais en gros, quand même, je crois ça. Deuxième chose, la crise du capitalisme, quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'effondre, c'est pas ou ce qui donne des signes d'inefficacité, d'injustice, d'inefficience, c'est pas un socialisme complètement sclérosé. C'est pas ça. Ce qui montre une inefficacité, une impuissance à répondre, aux défis de l'humanité, alors même. C'est ça, si vous voulez, parce que c'est le capitalisme aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un certain nombre de défis. Là, je vois. Le Parti communiste vient de lancer une campagne pour la gratuité du vaccin quand on l'aura trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? On est au cœur du problème, d'un problème, en tout cas de ce qui traduit un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité, quand on aura trouvé le vaccin, sera en capacité de répondre aux problèmes auxquels elle était confrontée, à savoir se prémunir de la Covid-19. Oui, mais le capitalisme va se dire « Ah non !» Tu peux le faire, mais tu ne vas pas le faire. Donc il y a des gens qui vont mourir parce que le capitalisme dit à une seule boussole qui est l'augmentation du taux de profit. Et ça, cette espèce de contradiction-là, évidemment qu'elle est déchirante, qu'elle est vive. Et cette espèce de contraste entre ce qu'on pourrait faire et ce que le capitalisme nous empêche de faire, ça, évidemment que ça crée des recherches, des mouvements, des tensions qui donnent une actualité, une force plus grande au communisme d'une manière générale, et aussi aux étudiants communistes. Mais on pourrait parler de Parcoursup, j'ai bien vu que tu veux que je m'arrête, je vais m'arrêter. Mais je vais finir en deux mots. C'est-à-dire que, par exemple, on voit bien qu'on a les richesses et les capacités de former davantage d'étudiants communistes, communistes bien sûr, mais d'étudiants, pardon, excusez-moi, d'étudiants tout court, mais que pour des raisons comptables, des logiques de profit à court terme, qui vont même à l'encontre des besoins de l'humanité, on ne le fait pas. Prenons la question écologique, je m'arrête, mais quand même, sur la question écologique, on voit bien qu'on a besoin de quantités de recherche considérables. Est-ce qu'on la met en avant? Est-ce qu'on déploie ces efforts-là? Non. Et tout le monde sent bien la raison de cette contradiction entre, ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne fait pas. Là, on voit bien que là, on sait très bien pourquoi. C'est pour des raisons de rentabilité, de profit, donc de logique capitaliste. Ça, c'est senti assez largement. Tout c'est ce qui rend notre période, quand on est communiste, extrêmement excitante et exigeante. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un moment où c'est à nous d'être intelligent. Il y a des moments où ça ne sert à rien d'être intelligent parce que c'est pas le bon moment. Dans les années 80, tant pis, faites ce que vous pouvez, il faut attendre. Il faut garder la maison pour les jours meilleurs. Alors, vous le dites jamais, mais en fait c'est ça. C'est comme ça. Parce que, Mais là, c'est pas ça. Là, on a une responsabilité qui est beaucoup plus grande parce que le problème, c'est que
beaucoup de gens sentent ces contradictions, sentent ces problèmes, mais ne voient pas, ne croient pas possible une alternative à ça. Et donc ça, c'est notre travail à nous, si vous voulez, là-dessus, quand même. C'est ça le boulot qui est devant nous. Donc, c'est une période qui aide au redéploiement potentiel du mouvement communiste, mais il n'y a jamais de mécanique, si vous voulez. Ça donne des possibilités, il y a des possibilités, mais sous réserve que nous soyons intelligents, que nous soyons attentifs à ce que pensent celles et ceux qui sont interlocutrices et interlocuteurs. Parce que, comment dire... Il ne faut jamais oublier quand même cette phrase de Marx. Hein. Ce sont les peuples qui changent l'histoire. Hein. Ce n'est pas nous. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours partir de là où en sont celles et ceux qui sont des interlocutrices et interlocuteurs. Quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs doutes, quels sont qu'est-ce qu'ils cherchent, vous voyez, c'est ça une pensée stratégique. Une pensée stratégique, c'est pas simplement une pensée objective, c'est-à-dire quels sont les problèmes objectifs, il faut l'avoir bien sûr, hein, et quelles sont les solutions objectives auxquelles qu'on peut apporter, c'est fondamental. Mais comme l'acteur du changement, c'est le grand nombre, il faut à côté et en plus de ce plan de bataille objectif, il faut un plan de bataille subjectif, c'est-à-dire comment est-ce que je mets en mouvement, comment est-ce qu'on fait avancer, comment est-ce qu'on fait bouger celles et ceux qui vont faire changer les choses. Et c'est pas nous, c'est eux. Donc c'est ça la question. Donc vous voyez, c'est de ce point de vue-là très excitant à mon avis, mais très exigeant pour nous. Voilà. Du coup, de nombreux défis qui doivent nous animer aujourd'hui, dont on va parler tout au long de la journée. Il y a quand même une question qui nous anime, comment l'UEC, comme les générations d'étudiants communistes avant nous, pour que chaque étudiante et étudiant qui veut changer le monde puisse agir avec l'UEC. Du coup, pour conclure ce temps, donc merci à toi Guillaume, merci aussi à Jean-Yves qui malheureusement n'a pas pu être là pour cet échange enrichissant. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Et du coup, pour terminer, à partir du 17 octobre, vous pourrez retrouver dans une exposition rétrospective donc retraçant l'histoire de l'évolution de l'UEC. Donc les figures des étudiantes et étudiants communistes depuis 1920 à nos jours, qui l'ont constitué, ainsi que l'histoire du journal Clarté, qui est bien sûr indissociable de l'histoire de l'UEC. Et à cette occasion, sera également organisé un débat sur, donc tu en as parlé Guillaume à un moment, ce lien aux intellectuels, donc sur le rapport des communistes à la science, aux intellectuels et universitaires dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.